Kerwin plays scrum half. Saint-André. Now they have to chance their arm here. The tour record hanging in the balance. Philippe Saint-André. Can he make a pass? Cooksley all over him. There it is again. Gonzalez. Delo. Benazi. Interback. Laurent Caban. Delo. What a superb movement. What a try. One of the all-time great tries. L'essai du bout du monde, comme on le nomme, est certainement l'un des plus bels essais de l'histoire. Il a été marqué par le français Sadourny en 1994 face aux All Blacks. C'est un essai véritablement collectif, car en fait 7 joueurs touchent le ballon avant d'arriver dans le but. On peut donc voir par cet essai tout le côté collectif qu'il existe dans ce sport qu'est le rugby. Des Jeux Olympiques, c'est merveilleux, c'est prodigieux. Et bien parmi tous ces sports athlétiques, le plus joli, c'est le rugby. J'ai donc décidé de m'intéresser au rugby, et plus particulièrement à l'analyse géographique du rugby. Quand on parle de rugby, on ne pense pas forcément aux sciences, alors qu'il existe des sciences humaines, mais on pense plutôt à un sport de brute, joué par des personnes pas toujours très fines. Oh, oh, alors, je vous le dis, hein, il faut toujours prendre garde à ses arrières au rugby. Il est donc possible d'analyser le rugby d'un point de vue scientifique, mais plus particulièrement par les sciences sociales. On va donc analyser la dispersion géographique du rugby, son histoire, son évolution dans le temps, et aujourd'hui le rôle qu'il a dans la mondialisation ou l'impact qu'a eu la mondialisation sur ce sport. Selon la légende, le rugby serait apparu en 1823 lorsque William Webb Ellis, lors d'un match de football, sport dont on ne va pas du tout parler dans cette vidéo, décida de prendre la balle à la main et de l'emmener derrière la ligne de fond. Mais le rugby a réellement été codifié en 1871 par Rugby Union, qui va favoriser son implantation chez nos amis les Rosebifs. Au début, le rugby vise à éduquer les enfants des classes aisées. Les valeurs viriles et guerrières de ce sport doivent permettre aux enfants de se gérer lors d'un affrontement violent. Ce sport va aussi leur permettre de pouvoir travailler en équipe et par la suite de diriger les futures entreprises dont ils hériteront. On va ensuite avoir une émergence du rugby dans le monde en 2 parties. Avant 1950, on a une implantation dans 5 nations européennes et dans 3 nations d'hémisphère sud. Et après 1950, le rugby est alors bien développé. On a donc de nouvelles pratiques qui se démarquent, et notamment un marché communicationnel qui grossit. Le rugby appartient alors à la nouvelle culture monde. La source du succès actuel du rugby provient de l'Angleterre. Au Royaume-Uni, le rugby se développe d'abord dans les riches universités avant d'arriver dans les villes minières. On a un phénomène de reproduction sociale qu'on observe encore aujourd'hui dans certaines choses comme la mode. Le rugby est en fait unioniste, il a un rôle de cohésion sociale. Le rugby va ensuite se développer dans les colonies anglaises éloignées. Ce sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud. Le rugby va prendre ses racines dans ces territoires et ce sont les migrants et les militaires qui emmènent ce sport avec eux. En Australie, le rugby se développe surtout grâce aux universités. On a d'une part le rugby à 15 qui est le rugby des élites protestantes et d'une autre part le rugby à 13 plutôt joué par des populaires catholiques cette fois. On a donc en Australie une opposition d'idéologie dans la construction du phénomène rugbystique. En Nouvelle-Zélande, le rugby est le sport majoritaire, mais contrairement aux autres territoires, il est plutôt populaire. Sa diffusion rapide s'explique au niveau éducatif, racial mais également social. Il y a une implantation rugbystique dans toutes les écoles et le rugby joue un rôle égalitaire. Il va être un intégrateur dans la société et les Maoris vont pouvoir plus facilement adhérer au système grâce au sport. Le rugby a donc contribué à l'unification de ce pays. En Afrique du Sud, on a un développement plus complexe. On a une opposition entre les colons anglais et les colons beurs, qui sont des Pays-Bas. Il est d'abord introduit dans les institutions scolaires de haut niveau, puis il est diffusé par les militaires et les fonctionnaires. C'est d'abord un outil politique où il n'y a pas de mélange racial. On peut penser au film Invictus. Ce sport illustre chez les Sud-Africains leur art de vivre, mais également leur racisme. On vient de voir le développement du rugby dans l'hémisphère sud, mais qu'en est-il du développement sur le continent européen ? Pourquoi le rugby s'est-il développé seulement en France, et plus particulièrement dans le sud-ouest ? D'abord parce qu'il y a une proximité géographique, mais également économique et politique, entre la France et l'Angleterre. Les politiciens français prônent également la pratique du sport, avec Pierre de Coubertin. Selon eux, la pratique d'un sport contribue à la domination sur le marché mondial. Mais l'arrivée du rugby en Europe sera trop tardive par rapport à celle du football qui lui prendra le dessus. Or, en France, le rugby se retrouve principalement dans les grandes villes, Toulouse, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Et il est plus ancien que le rugby du sud-ouest, qui lui arrive fin 19e siècle. Ce rugby du sud-ouest est bien aidé par les colonies britanniques qui sont installées dans ce territoire,
et les Britanniques vont investir fortement dans les clubs, notamment le Stade Bordelais, où les Britanniques vont investir, et donc ça va permettre le développement de ce club. Ensuite, les autres petits clubs vont prendre exemple pour pouvoir concurrencer Bordeaux, et c'est tout le sud-ouest qui va avoir un engouement pour le rugby. On vient alors de voir l'émergence du rugby avant 1950. Après 1950, le rugby est alors bien développé, on a des nations majeures et d'autres nations qui se développent fortement, avec les nations polynésiennes ou des îles en Océanie, donc les Tonga, les Samoa, les Fidji, mais aussi le Japon, la Géorgie, l'Argentine notamment, qui sont des bonnes équipes aujourd'hui. Le rugby monte dans la culture monde et il peut aujourd'hui rassembler des foules énormes. Mais comme d'autres sports, le rugby est aujourd'hui devenu un sport spectacle où des sommes extraordinaires sont déboursées pour l'achat de joueurs, mais aussi de droits TV. On observe donc des dérives qu'on observe également dans d'autres domaines comme le monde de l'entreprise, le monde de la politique, etc. La modification du rapport au sport change aussi les pratiques. On peut faire du sport partout, tout le temps. Heureusement, il existe toujours un rugby de bourgade qu'on observe dans les provinces, mais malheureusement, l'argent reste toujours le nerf de la guerre. On retrouve également un phénomène très géographique dans le jeu réel rugbystique. Le rugby est un jeu de gain-terrain où le but est d'étendre son territoire au détriment de l'équipe adverse. Les frontières se déplacent en même temps que le jeu. Au rugby, les membres d'une équipe forment un front. On observe différents modes de jeu sur les équipes. Certaines équipes ont plutôt un mode de jeu selon une guerre de mouvement. Les Français, par exemple, avec un jeu rapide qui va jusqu'aux ailes, ou bien plutôt un mode de jeu qui ressemble à une guerre de position, donc du jeu lent avec des ballons ras. C'est plutôt le jeu qui colle aux Sud-Africains. Le football est quant à lui apparenté à une guérilla. Il n'y a pas réellement de règles établies entre les différents joueurs. Le rugby est un jeu géographique car il fonctionne avec des règles spatiales structurées. On peut l'apparenter à la géographie des sociétés et au mouvement des populations qu'il y a dans le monde ou dans une ville, etc. Il est donc possible de s'intéresser à l'histoire d'un sport d'un point de vue scientifique, ici la géographie. On a vu que le rugby suit des règles géographiques dans son implantation, mais également dans son mode de jeu. En effet, le rugby ne suit pas les règles géographiques habituelles du sport, mais il y a plutôt une géographie sélective. Il est possible d'appliquer cette analyse sur d'autres sports, notamment le football. On peut le voir aujourd'hui, tous les événements sportifs ne sont plus seulement sportifs, mais ils sont extra-sportifs, avec une dimension politique à prendre en compte, mais également économique. On pense notamment à la Coupe du Monde au Qatar, qui a suscité de nombreux débats. Même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai.